Bonjour, je suis Corinne Concy, la fondatrice de Kaléidoscope. Alors, Kaléidoscope est installé au Robert, sur le territoire du Nord. Nous sommes un incubateur d'innovation sociale et fabrique à initiative sociale de territoire et conseil et formation spécialisée. Nous travaillons pour l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social, les projets d'intérêt général de territoire, et c'est à ce titre-là que nous intervenons auprès de Cap Nord. Et nous sommes également accrédités par la HAS, la Haute Autorité de la Santé, pour tout ce qui est l'évaluation externe des établissements et structures sociales et médico-sociales. Donc dans ce cadre-là, excusez-moi. Donc dans ce cadre-là, nous accompagnons Cap Nord au conseil pour l'écosystème numérique du Nord. Nous accompagnons la mise en place de la gouvernance partagée du projet. En fait, nous ne sommes pas une structure spécialisée en numérique, et c'est très bien parce que du coup, ça nous neutralise notre intervention de ce point de vue-là. Nous nous appliquons surtout à accompagner les acteurs justement sur des pilotages de projets co-construits avec une gouvernance partagée. Bon, nous assurons la promotion en partie, toujours en collaboration avec les services de Madame Granville de l'action, donc comme aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, nous apportons un appui à l'animation des groupes de travaux thématiques qui sont sur l'e-santé et la réalité virtuelle. Alors, on est là aujourd'hui pour parler e-santé, mais on peut également donner une petite information d'actualité concernant la réalité virtuelle, puisque le groupe de travail fonctionne aujourd'hui, avec un certain nombre d'acteurs qui ont accepté d'entrer dans la dynamique en vue de l'organisation d'une manifestation que porte Cap Nord et qui a initié Cap Nord, qui va être le premier festival caribéen de la réalité virtuelle. Mais nous ne sommes pas là pour en parler, même si les spécialités liées à l'e-santé et à la santé seront abordées à l'occasion de ce festival. Donc du coup, c'est pas trop le sujet du jour, donc on ne rentre pas dans les détails. Alors, la problématique, c'est du point de vue national, la population est vieillissante et en perte d'autonomie, et va surtout quasiment doubler à l'horizon 2060. Comme vous voyez sur le tableau, la population bien sûr en perte d'autonomie est celle de 80 ans et plus, et effectivement on a une tendance à l'augmentation. Et bien sûr cette situation est exacerbée en fait au niveau de la Martinique. Ce qu'il y a surtout qui entraîne surtout un scénario un peu catastrophe, c'est que, a priori aujourd'hui, compte tenu des moyens en place, la Martinique ne disposera pas de l'offre adéquate pour faire face en fait à ce vieillissement de la population, et la situation sera exacerbée au niveau du territoire nord. Donc la Martinique sera au second rang des régions les plus âgées de France à l'horizon 2040. Les communes du Nord sont les plus touchées par le vieillissement statistiquement par rapport aux données locales. En 2030, les personnes de plus de 60 ans représenteront 34% de la population martiniquaise. Et 4 Martiniquais sur 10 auront 60 ans ou plus dès 2040, contre 2 sur 10 aujourd'hui. Et ce qui est surtout intéressant de noter, c'est que ce sera nous d'ailleurs, en fait, et donc il nous appartient effectivement de nous concentrer sur ces questions-là pour accompagner solidairement et conjointement en fait l'émergence de solutions. Et la population des personnes âgées de 80 ans et plus sera multipliée par 3,5 en 2040 contre 2,3 pour la métropole. Alors, ce qui concerne les structures d'accueil, ce qu'on note, c'est qu'il y a en fait un manque de structures d'accueil des personnes âgées dépendantes sur le territoire. Et la Martinique fait partie des 7 départements français affichant un taux d'équipement inférieur à la moyenne nationale. Et puis en ce qui concerne l'offre de services de proximité, notamment celle de médecins, on note en plus qu'on est dans une situation de désert médical. Notre zone en fait est déficitaire en offre de soins médicaux. Donc le projet régional de santé de l'ARS Martinique affiche 2 grandes ambitions, c'est d'améliorer l'état de santé de la population et de réduire les inégalités sociales des territoires de santé, et territoriales de santé, justement en accompagnant et en contribuant en fait à des projets de territoire pouvant apporter des solutions différentes par rapport à l'existant.
Alors l'engagement de Cap Nord, donc Cap Nord s'est donc engagé dans le développement d'un écosystème global qui est engagé French Tech, qui vise, en s'appuyant sur le numérique, à développer une offre de proximité facilitant le maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes, identifier et accompagner les entreprises porteuses d'innovation et de services numériques dans ce domaine, encourager la co-construction des solutions de territoire dans un contexte de réduction de moyens financiers et opérationnels. D'où un petit peu ma question tout à l'heure, c'est de savoir comment les usagers étaient engagés en fait, dans la réflexion par rapport à ces solutions. Parce qu'il ne s'agit pas en fait il s'agit d'optimiser et de rechercher en fait des solutions qui ne seront pas en fait rejetées par le client parce qu'elles sont inadaptées, puisque bien sûr les moyens étant réduits, il s'agit effectivement d'avoir des choses qui fonctionnent. Voilà. Et puis le dernier point, c'est de vulgariser les usages numériques de la population, des aidants familiaux et professionnels, des travailleurs sociaux et autres parties prenantes, puisqu'on ne peut pas parler de e-santé si effectivement on est dans un cas d'exclusion numérique ou d'illettrisme numérique qui fait que les personnes, en fait les usagers n'arriveront pas, enfin ce sont les citoyens d'ailleurs, parce que nous sommes tous citoyens, mais les acteurs économiques peuvent aussi se retrouver dans une situation où cet usage ne pourra pas être optimal. Alors, les deux spécialités numériques qui sont visées par Cap Nord, c'est la réalité virtuelle, donc je l'ai abordé tout à l'heure, et l'e-santé, qui sont bien sûr complétées par donc, le développement des usages et l'inclusion numérique de tous et pour tous. Mme Pachal l'a bien cité sur ce point-là dans son propos introductif. Et puis l'ouverture des données publiques, puisqu'elles permettent d'avoir des informations sur les besoins des citoyens et pouvoir effectivement accompagner l'émergence de solutions adaptées à ces besoins exprimés. Donc la stratégie e-santé, les enjeux de l'e-santé, c'est bien sûr par rapport au constat qui ont été faits tout à l'heure, c'est la lutte contre les déserts médicaux et la faible densité de médecins spécialistes et généralistes en Martinique, le coût des résidences spécialisées et mieux-être et nécessité de maintien de la personne fragile à domicile avec l'appui des aidants, la réduction des dépenses de santé et l'optimisation de l'action des professionnels de santé et services à la personne aux côtés de la population fragile dans les populations retirées. Mais il y a aussi l'accès à la santé et aux soins, et puis le droit des populations de choisir de vieillir à domicile. Ça aussi, on en parle assez peu, et en fait, ce sont des principes de base et des principes de liberté de la personne qui doivent être aussi pris en compte dans les solutions qui sont imaginées. Quand je reviens en arrière, voilà. Donc, en termes de stratégie, une voie, une contribution qui est identifiée, c'est la télémédecine, la télésanté et aussi les objets connectés. Donc, les objets connectés permettent notamment de surveiller la santé. Ils peuvent également aider les plus âgés à rester à domicile et autonomes le plus longtemps possible. Ils servent aussi à assurer un suivi des indicateurs de santé. Alors, dans ce cadre-là, Cap Nord a proposé de travailler à la création de laboratoires e-santé pour le territoire Nord. Donc là, Mme Granville va le présenter de façon plus précise tout à l'heure. Et puis l'appui aux entreprises porteuses d'innovation dans le domaine de l'e-santé. Et c'est à ce titre-là que la société Apiboun fera une démonstration tout à l'heure. Alors, toutefois, voilà, il y a à prendre en compte un certain nombre de conditions de réussite. Alors ça, c'est le conseil qui parle de façon globale. La première chose, c'est l'inclusion numérique, j'en ai déjà parlé, des populations et l'anticipation dans le déploiement d'actions de proximité. Et tout ce qui a été présenté ce matin en première partie contribue à familiariser en fait le citoyen du Nord avec l'usage du numérique, l'usage d'Internet, l'usage des télédéclarations ou télédémarches, entre guillemets. Et ça aussi, ça va faciliter en fait aussi son usage du smartphone pour aussi surveiller sa santé. Ça, ce sont des éléments qu'il faut regarder de façon globale sur le territoire. Et c'est ça l'intérêt d'avoir cette dynamique sur le territoire du Nord qui accompagne toutes sortes de thématiques en utilisant le numérique. La deuxième chose, c'est la globalisation de la prise en charge. On a parlé d'objets connectés, il ne s'agit pas simplement
de mettre à disposition des objets connectés. Il y a d'autres éléments qui sont à prendre en compte, la situation sociale de l'usager, la situation de son logement, où sont situés ces aidants, hein, s'ils sont en Martinique ou pas, et en même temps des aides dont bénéficient ou peuvent bénéficier l'usager. Troisième élément, c'est la simplification des processus pour les usagers et professionnels. Alors ça, c'est parce que systématiquement, là, en tant qu'incubateur, on le voit souvent, c'est qu'on a des porteurs de projets qui sont très spécialistes de leurs questions techniques, ou, etc., ou leur processus. Ils ont aussi un vocabulaire qui est parfois différent de celui de l'usager. Et il faut aussi travailler, en fait, la bonne compréhension des solutions qui vont être proposées pour le bénéficiaire final qui est concerné par le besoin social. Donc il faudra travailler à ce que ce soit simple. Voilà, donc simple, et ça correspond en fait à une lecture de l'usager. Donc je rebondis toujours sur le cas de tout à l'heure. Le parent se reconnaît en fait dans l'outil qui est mis en place parce que ça répond à des problématiques qui se posent. Et donc du coup, il faudra toujours rester en connexion en fait avec le bénéficiaire et l'impliquer, notamment en termes d'espace de concertation, dans la construction en fait des processus et des solutions qui seront proposées. Quatrième élément, c'est la logique partenariale, l'ancrage territorial et la co-construction. Alors, il y a déjà des solutions existantes, comment on peut les faire grandir? L'ancrage territorial, c'est qu'on ne peut pas systématiquement importer des solutions comme ça sur un territoire, même si elles viennent du sud, hein, les amener à Casse-Pilote, les amener au Mont-Nevers. Il faut aussi s'appliquer à adapter ces solutions et donc à faire en sorte que ce soit les acteurs du territoire qui les amènent autant que possible. Donc CAPNOR s'est engagé dans un processus d'accompagnement et d'accueil des entreprises sur le territoire du Nord. Cette logique, elle n'est pas simplement elle est aussi pour ramener de la création de richesse des salariés sur le territoire, mais elle est aussi pour que les acteurs soient conscients et pratiquent au quotidien les problématiques du Nord. Voilà. Donc venir systématiquement pour apporter un service, oui, mais être sur le territoire permet aussi de vivre au quotidien ces problématiques. Et puis la co-construction, quand on répond à un besoin social, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec les parties prenantes, et notamment les parties prenantes qui sont concernées par la prise en charge de ces personnes. Et donc, il est donc inconcevable qu'on puisse avoir une entreprise qui travaille sans le territoire ou sans les services publics qui sont chargés de la prise en charge en fait, des personnes, des bénéficiaires concernés. L'autre élément, c'est le respect des règlements, obligations et valeurs qui s'opposent aux établissements et aux structures sociales et médico-sociales. Et notamment, la loi prévoit que ces structures respectent un certain nombre de recommandations et de bonnes pratiques, respectent aussi le droit des usagers en termes de liberté, en termes d'information, en termes de confidentialité, prévoit que ces structures soient évaluées régulièrement et oblige à un processus de formation pour toutes les personnes qui interviennent auprès des usagers. Ça, c'est une question, c'est un vrai débat. C'est vrai que les solutions alternatives arrivent à l'hébergement, mais en fait, la problématique reste la même. Et il faut quand même se pencher et s'intéresser à l'individu, donc au bénéficiaire, au même titre, même si on le maintient à domicile, au même titre que s'il était maintenu en fait dans un EHPAD, où un certain nombre de règles s'opposent à la direction de l'EHPAD. Du coup, quand on le maintient à domicile, il y a aussi en fait le respect de tous ces éléments-là. Surtout quand on utilise des outils connectés et de l'information qui circule via le cloud ou le web, comment justement on fait pour respecter le droit des usagers. Donc ça c'est vraiment une thématique, un sujet. Et puis la dernière chose, c'est la recherche d'un modèle économique social durable. C'est vrai qu'on parle de diminution des moyens des structures pour soutenir en fait le développement économique ou soutenir la politique sociale d'une façon générale. Il ne s'agit pas, parce qu'aujourd'hui il y a les enveloppes, où il y a des dispositifs de financement qui sont disponibles, de faire émerger des solutions, mais que ces solutions ne soient pas économiquement viables, et que demain matin,
elles puissent ne pas exister ou disparaître, parce que dès le départ, on n'a pas imaginé quel des moyens, en tout cas, de créer, entre guillemets, des excédents qui permettent d'être réinvestis, en fait, dans le fonctionnement ou le développement de ces structures ou de ces services alternatifs à l'hébergement et qui permettront de maintenir les personnes âgées à domicile. Voilà. Donc là, j'en ai terminé sur l'aspect cadre. Si vous avez des questions, je propose qu'on les aborde après l'intervention de Mme Granville, qui est complémentaire. Qui est complémentaire. Je vais laisser la parole à Corinne Granville. Oui, donc on a parlé d'objets connectés déjà. On va parler d'un outil justement qui va servir tant à vulgariser. On a parlé tout à l'heure de vulgarisation de l'outil. Là, on va parler d'outils e-santé, de l'inclusion numérique, mais également on veut développer de nouveaux services et usages. Madame Pascal en a parlé aussi, et CAPNOR tient à accompagner. Donc, la première chose que nous pensons faire pour faciliter justement cet accès à la pratique de l'e-santé, c'est de mettre en place un laboratoire de l'e-santé pour une mise à disposition, pour avoir un mieux-être même à domicile et en meilleure santé possible. Donc, c'est un outil d'écosystème dont Mme Concy a parlé, qui est dans ce domaine de la santé, au niveau d'un engagement quand même FranchTech, donc un cadre national. Donc cet outil va nous permettre de donner la possibilité à des usagers, des porteurs de projets, de prototyper leurs solutions, de créer de nouveaux usages, de permettre aussi des rencontres, non seulement avec le milieu professionnel, mais aussi avec les usagers, avec les aidants familiaux par rapport aux personnes âgées. Ce sera l'occasion aussi d'apprendre, d'échanger avec des services à la personne, des professionnels de santé. Les aidants familiaux pourront avoir aussi un cadre où ils pourront venir tester. On verra comment CAPNOR va aussi accompagner un certain nombre de personnes âgées à cet outil. Donc d'abord, ce laboratoire donc, a pour objectif de favoriser le mieux-être à domicile et en meilleure santé possible. Donc, on va, par ce biais, pouvoir répondre déjà à une problématique publique de vieillissement dont on a vu l'importance, et puis aussi compte tenu du désert médical, particulièrement dans le Nord. Donc, en quoi consistera ce laboratoire? Ce sera donc un espace au service des entreprises qui pourront donc développer, et des professionnels, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui pourra permettre des expérimentations. On verra tout à l'heure la première qui pourra bénéficier de ce laboratoire. Et il est prévu donc d'abord de travailler avec des objets connectés, puisqu'ils pourront faire des objets de test au domicile des futurs usagers. CAPNOR mise aussi sur la silver economy dans le but d'avoir vraiment de véritables solutions innovantes pour l'autonomie des personnes âgées. Donc, le laboratoire pourra évoluer donc, avec un Silver Lab qui sera orienté en grande partie sur les objets connectés. Nous sommes accompagnés dans cette démarche par un certain nombre d'institutions, l'ARS qui est présente ici, l'État, Mme Pauvresse a dû partir plus tôt, mais l'État nous a déjà accordé une subvention intéressante pour mettre en place ce laboratoire. La CTM et CAPNOR avec ses 18 communes, notamment les CCAS, on a formé un groupe de travail pas plus tard qu'il y a une semaine et quelques, de manière à vraiment démarrer cette action envers les personnes âgées.
Nous devons travailler avec les professionnels de santé, les professions libérales de santé, les associations de terrain, les services à la personne également. Donc, dans sa première phase, on aura effectivement des objets connectés, de manière et là vous aurez un peu plus de précision sur un cas précis, la maison de retraite à domicile, avec le docteur Deguel que vous verrez tout à l'heure, et Mme Jougon, son chef de projet. Donc, on va équiper ce laboratoire de balance connectée, de tensiomètre, de lecteur de glycémie, de bracelet d'activité, et de tracteur, comme je suis sur mon écran. Voilà. Donc tous ces objets qui permettront d'avoir une surveillance de la santé de la personne âgée à domicile, et on verra qu'avec des projets, déjà le premier, on pourra aller plus loin que simplement surveiller les constantes en fait de ces personnes. Donc, nous prévoyons aussi de mettre en place une borne d'objets connectés parce que on voit que dans l'avenir, le pharmacien déjà fait plus que donner des médicaments par rapport à des prescriptions médicales. On peut déjà prendre sa tension au sein d'une pharmacie. Mais à terme, il y a déjà des expérimentations. On a des bornes d'objets connectés qui peuvent être mis dans des lieux comme ces pharmacies, de manière à ce que non seulement on puisse prendre sa tension, mais qu'on puisse aussi prendre aussi d'autres mesures et surtout les collecter et permettre en sorte qu'il y ait un suivi. Donc voilà. Et cet outil dans le laboratoire pourra justement faire émerger de nouveaux usages en lieu public. Et puis donc nous allons donc voir tout de suite le premier usage du laboratoire qui est la maison de retraite à domicile à Pimoun, en sachant que Cap Nord fait une action aussi solidaire auprès des personnes âgées en permettant justement l'expérimentation pour près d'une centaine de personnes âgées à domicile. Et donc le laboratoire ne sera pas uniquement que cet espace où régulièrement on pourra avoir des démonstrations, des formations, des échanges, mais on aura aussi des objets connectés à domicile. Voilà. Donc, merci. Nous allons donc laisser la place au docteur Deguel et à Mme Jougon. C'est toi qui parles? Oui, mais pour les questions, je suis pas après. Alors, bonjour à tous, je suis Marlène Jougon. Donc, je suis chef de projet et je travaille avec monsieur Jean-Luc Deguel qui est médecin généraliste et également fondateur et président de Happy Moon. Donc Happy Moon, qu'est-ce que c'est? Happy Moon, c'est une maison de retraite à domicile. L'idée, c'est d'être une plateforme numérique qui coordonne tous les services gravitant autour des personnes âgées, dépendantes et fragiles à domicile en fait. Après les différents constats que Mme Concy a fait, donc la population martiniquaise est vieillissante. Donc en 2030, nous, en Martinique, 153 000 personnes seront âgées de plus de 60 ans, avec 55 000 personnes âgées dépendantes. Face à ce constat, Happy Moon a identifié le besoin social comme étant un manque de prise en charge des personnes âgées dépendantes à domicile dans un contexte de fort vieillissement de population. La vision d'Happy Moon est que tout le monde devrait pouvoir bien vieillir à son domicile dans de bonnes conditions sanitaires, sociales et financières et à proximité de ses proches. Nos bénéficiaires directs, donc les personnes âgées dépendantes de GIR 1 à 6 et Alzheimer, leurs aidants et la famille,
les bénéficiaires indirects, donc les financeurs et partenaires publics et privés, ainsi que les professionnels de santé. Donc les objectifs et engagements d'Happy-Moon: proposer une alternative aux maisons de retraite, assurer un suivi de santé fiable à domicile en s'appuyant sur le numérique et les outils de e-santé, apporter l'ensemble des services nécessaires au maintien à domicile, retarder la perte d'autonomie en agissant en prévention auprès des futurs retraités, limiter les hospitalisations et pallier aux déserts médicaux, notamment dans les zones enclavées, et enfin rapprocher aidants des aidés en leur facilitant la vie, notamment pour ceux qui sont concernés par l'éloignement géographique. Alors, comment va fonctionner Happy-Moon? À partir d'un projet de vie décliné en 3 volets, donc un volet santé, un volet social et un volet logement, nous allons pouvoir identifier un certain nombre de services pour favoriser le maintien à domicile de la personne âgée. Donc, au niveau des services que nous proposons, nous aurons tout d'abord le suivi de santé avec les objets connectés de santé que je vais vous présenter juste après. Nous aurons un réseau de services à la personne, donc aide à domicile, portage de repas, ménage, repassage, une adaptation du logement au vieillissement en cas de travaux, d'aménagement, s'il y a besoin d'une rampe ou bien d'une douche à l'italienne pour la personne âgée, de la géolocalisation pour personnes Alzheimer, de la téléassistance pour lutter contre les chutes, de la domotique avec un chemin lumineux, un détecteur de fumée, de gaz, de la télémédecine et un portage de produits d'hygiène. Avec tout cela, chaque personne âgée aura un référent personnel qui sera un chargé de compte. Et en parallèle à son activité, Happy-Moon aura ce qu'on a appelé un Living Lab by Happy-Moon, qui est un espace de co-construction dédié aux personnes âgées et à leurs aidants. Donc dans le Living Lab, nous allons réaliser... c'est un espace qui rassemble les bénéficiaires directs et indirects d'Happy-Moon pour discuter des solutions et des dysfonctionnements qu'on pourrait rencontrer et apporter de nouvelles solutions. Donc l'équipe pour l'instant est composée de M. Jean-Luc Deguel et moi-même. Nous aurons besoin de notre chargé de compte, d'un ingénieur développeur pour tout ce qui est plateforme numérique et applications, et d'employés familiaux en cas de problème avec nos sous-traitants. Pour valider notre modèle économique et nos processus, nous souhaitons réaliser une expérimentation sur 100 seniors du nord de la Martinique. Donc l'objectif est de réaliser une étude de faisabilité portée sur divers aspects du projet, donc à savoir social, technique, financier et juridique. Nous avons choisi 100 personnes âgées dépendantes, donc GIR 1 à 2. GIR, c'est un groupe de ressources qui définit le degré de dépendance de la personne. Donc 40 seniors de GIR 1 à 2, 40 de GIR 3 à 4 et 20 de GIR 5 à 6. Et nous voulons commencer cette expérimentation en janvier 2019 pour une durée de 1 an. Donc nous avons identifié les partenaires pour la réalisation, les principaux partenaires, donc le laboratoire e-santé de Cap-Nord, les CCAS, la CTM, la conférence des financeurs pour la perte d'autonomie ainsi que l'ARS. Alors là, je vais passer à la démonstration du suivi de santé, donc c'est par là. Alors Happy-Moon, c'est une application, 2 applications et une plateforme numérique. Donc je vais me mettre dans le rôle de l'infirmière. Nous allons, après avoir réalisé le projet de vie, donc défini les besoins des personnes âgées et les différents services, nous allons mettre à disposition des personnes âgées à leur domicile donc une tablette qui va permettre à l'infirmière de prendre les mesures avec les différents objets connectés. Donc nous avons ici le tensiomètre qui permettra de prendre les mesures au niveau de la tension. Le géolocalisateur pour les personnes Alzheimer. Et aussi, au niveau de l'assistance, nous avons l'exemple d'un chemin lumineux. Alors, comment ça fonctionne? Donc, l'infirmière arrive. On a fait les choses de façon à ce que ce soit le plus simple possible pour l'infirmière. Donc, elle arrive, elle se connecte sur l'application. Donc, les accès sont...
Elle a ses accès qui lui sont envoyés une fois que le projet de vie est réalisé. Donc elle se connecte à l'application. Une fois qu'elle est connectée, ah, c'est bon. Donc elle fera tout simplement prendre une mesure. Vous pourrez vous approcher après, puis venir essayer si vous le souhaitez. Donc elle sélectionne l'objet connecté. Ici j'ai un oxymètre. Alors, oxymètre. Il faut que l'application détecte l'objet connecté. Ça se fait par Bluetooth. Une fois que l'objet connecté est détecté, on le pose sur la personne âgée. Donc, la mesure est prise. Et ensuite, on enregistre. Après, la mesure a bien été ajoutée. Donc, nous pouvons consulter en fait la liste des mesures et chercher dans l'historique les différentes mesures qu'on a prises auparavant. Et durant le projet de vie, nous définissons un certain nombre d'alertes. Par exemple, pour l'attention, si la tension est trop élevée, une alerte sera envoyée à différentes personnes désignées. Donc, ça peut être le médecin, l'infirmière ou les aidants pour intervenir. Donc, voici pour le suivi de santé. Après, nous avons le tensiomètre, la balance, l'oxymètre, comme je viens de faire, et un glucomètre pour la santé. Donc, voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. Non, il n'y a pas de question. C'était clair. Excusez-moi. Oui. Oui, donc vous avez 100 personnes du GIR 1 à 6. Mais parmi toutes ces personnes, toutes ne nécessitent pas forcément la venue d'une infirmière. Donc, est-ce qu'une autre personne, une infirmière, pourra utiliser cette application? Alors oui, tout ça sera défini dans le projet de vie. Donc, plusieurs personnes en fait pourront prendre les mesures. Donc, ce ne sera pas forcément une infirmière qui prendra les mesures. Ça peut être l'aidant, la famille, mais la personne aura au préalable reçu ses identifiants pour pouvoir se connecter et prendre les mesures. Et consulter aussi par la suite. Je voulais savoir aussi, parmi ces personnes, est-ce que vous en recherchez ou bien est-ce que vous les avez déjà et comment se passe la sélection? Alors, on en recherche, c'est-à-dire que au début du mois de novembre, nous avons fait une présentation devant les CCAS qui nous aideront en fait à choisir les différentes personnes âgées. Nous allons commencer avec un petit groupe de 5 personnes et puis après, au fur et à mesure, ajouter des personnes âgées. Et avez-vous pensé aux associations des structures d'aide à domicile? Oui. Éventuellement, avez-vous pensé aux structures d'aide à domicile qui pourraient éventuellement vous proposer des personnes âgées? Oui, il y a à la fois cette possibilité de proposer, mais aussi de partenariat aussi de co-construction. Parce que nous ne sommes pas prestataires directement des services. Maintenant, ça veut dire que c'est là que ce qui nous semble important, c'est que c'est un projet qui se fait en collaboration avec les acteurs du territoire. Donc c'est pour ça que vraiment, par exemple, tout ce qui est service à la personne, nous ne le pratiquons pas. Mais oui, nous allons vraiment utiliser le maillage qui existe sur le Nord Atlantique pour travailler ensemble. Finalement, ça permet d'avoir une meilleure visibilité de tout ce que chacun fait. Nous allons faire également, par exemple, avec le portage de repas, avec aussi un partenaire sur le Nord Atlantique. Un Nord Atlantique, Nord Paris. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se fédérer autour d'un projet qui a du sens pour tout le monde et qui nous permet aussi de valoriser notre travail. Il y a également une application que Marlène va parler, c'est ici vous voyez le logo NFC. NFC, c'est notamment ce petit logo-là, c'est ce qui vous permet de pouvoir payer notamment avec votre carte bancaire directement sur un terminal sans devoir faire votre code. Eh bien, on a le même système
où nous pouvons passer notre M4 qui se passe sur la tablette, c'est un code NFC qui permet à ce moment-là d'ouvrir l'application, mais surtout aussi de tracer ce qui se fait. Parce que ce qui est important à un moment donné, c'est qu'il y a tout un ensemble de personnes qui gravitent autour de la personne âgée, et puis actuellement, on ne sait pas qui a fait quoi. Grâce à ce système-là, nous sécurisons tout l'ensemble. C'est-à-dire que nous savons que l'infirmière est passée. Nous savons que le portage est passé tel jour, telle heure. Nous savons que le service est passé, le service de la personne est passé tel jour, telle heure, pendant autant de temps. Mais ça veut dire que la personne qui se trouve, la famille, qui est en métropole, qui a envie d'avoir des nouvelles de sa maman, elle sait que le portage est arrivé. Elle sait que le service de la personne est arrivé. Elle peut voir, bien sûr, avec le suivi de santé, elle a les informations concernant sa tension, sa glycémie, son diabète est bon, mais elle sait également que le portage est bienvenu, qu'il n'y a pas eu de souci, que la personne qui vient faire leur passage est venue aussi. Et donc, ça permet d'avoir vraiment une vraie visibilité pour chacun des intervenants. Et quelque part aussi, pour les entreprises, ça permet aussi de pouvoir contrôler ce qui était réellement fait. Donc je pense que là-dedans, c'est toujours un partenariat gagnant-gagnant, où chacun permet à ce moment-là de pouvoir, je dirais, se mettre autour du sens que nous donnons, c'est vraiment garder la personne âgée le plus longtemps possible à son domicile, et quel que soit son degré de dépendance. Parce que fondamentalement, vous connaissez la problématique des EHPAD pour le moment, personne n'a envie d'y aller. Donc il faut absolument à un moment donné trouver une autre solution. Et une autre solution qui ne soit pas un pis-aller, mais qui se soit mieux que ce qui existe aujourd'hui. D'accord? Et donc c'est là, bon, ceci est totalement innovant. Donc nous sommes plutôt dans un processus d'expérimentation, de dire, voilà, nous y allons pas à pas, avec progressivement, donc nous démarrons l'expérimentation ici en janvier, et puis progressivement, nous allons y inclure les différents partenaires, le partage de repas, les services à domicile, mais c'est toujours une co-construction, en utilisant vraiment les partenaires locaux. Je pense que tout le monde doit être impliqué dedans. Par exemple, une thématique non plus que nous n'avons pas abordée, c'est la notion du lien social, qui a énormément d'importance aussi. Certes, la personne âgée est à son domicile, et ce n'est pas pour autant qu'elle doit être en dehors de toute notre vie. Et donc ça veut dire, par exemple, on va travailler avec les personnes qui travaillent à domicile, le service à domicile, pour intervenir, pour être aussi facteur de liens sociaux. Donc tout ça, ce sont des projets qui vont se discuter et se mettre en place via notre Living Lab à Pimoun. Bien, je vous. C'est bon. Allô. Bien, je voulais remercier à Pimoun pour ce travail parce que ça répond à l'une de mes questions. On peut parler d'e-santé, mais s'il n'y a pas d'environnement matériel et humain, on ne pourra pas parler d'e-santé. Et vous le faites très bien, à mon avis, avec votre projet. Mais je voulais savoir si vous avez des subventions concernant l'environnement matériel. Parce que pour maintenir quelqu'un à domicile, elle en a parlé, c'est vrai, il faudra de l'argent. Ça, c'est un vrai problème. Vous voulez dire. Oui, voilà. Donc nous sommes parfaitement conscients de cette problématique-là. Le coût journalier en EHPAD est très élevé. Et la plupart du temps, les familles ne peuvent pas le supporter. Donc c'est qu'il faut que nous, notre modèle, puisse être une vraie alternative aux maisons de santé. Donc ça veut dire avec des coûts moindres. Ce qui est le cas. Après, malgré ça, je sais que les familles ont toujours du mal à payer parce que les retraites sont très faibles. Et donc, la problématique auquel nous sommes confrontés pour le moment, c'est que nous sommes innovants. Donc, avec un modèle économique totalement innovant. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous allions voir l'ARS, la CTM, les différents partenaires et leur expliquer de l'intérêt, et ça, c'est notre expérimentation qui va le montrer, voilà, et qui vont montrer que, quelque part, eux-mêmes sont gagnants aussi, puisque ça leur coûtera moins cher que de devoir intervenir auprès d'une EHPAD ou d'autres systèmes existants. L'autre problème, c'est le problème de la formation des intervenants. Parce que c'est vrai qu'on supprime des formations en Martinique, malheureusement pour les personnes âgées. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir travailler avec le ministère de l'Éducation nationale pour relancer en Martinique la formation des intervenants. C'est déjà un premier point. Et ça, il faut le prendre très sérieusement. Et puis je voudrais m'adresser d'une manière générale à Cap-Nord.
puisque Cap-Nord représente toutes les communes du nord de la Martinique, de savoir qu'en est-il en ce qui concerne l'équipement informatique des écoles, et aussi bien pour les collèges, parce que bon, moi j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans un collège, et je n'ai pratiquement rien vu en ce qui concerne l'informatique pour les élèves. Et nous ne pouvons pas continuer ainsi en Martinique, d'une manière générale, sur le nord de la Martinique. Et puis un autre élément, c'est la prise en compte du smartphone dans la vie de tous les jours. Il y a une politique actuelle contre le smartphone. Le smartphone peut être d'une très grande utilité pour nous, notamment en e-santé. Voilà ce que vous avez à dire. Oui, notamment concernant la formation, c'est vraiment quelque chose qui était aussi important. Et notamment quand il parlait là, du lien social, c'est justement, je pense que les aidants familiaux et les services à la personne qui sont là au quotidien, surtout les services à la personne qui sont là au quotidien, eux peuvent apporter des éléments complémentaires en termes de lien social. Je pense qu'eux doivent être formés justement. Ça, nous, dans notre charte, c'est nous demandons qu'il y ait une formation justement à ce lien social. Oui, alors, je me présente, je ne l'avais pas fait la première fois. Je suis Emmanuel Marilus, je suis porteur de projet de sécurisation intérieure des bâtiments. Alors, je suis très content de vous avoir entendu aujourd'hui, il faudra peut-être que je me rapproche de vous, puisque je suis Bourgogne. Ce projet-là, je l'ai porté dans les assises de commerce, ça a été validé, vous pouvez voir la salle de confinement. C'est dans la page 7 du livre bleu du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons dire que nous sommes en face du réchauffement climatique, où nous aurons des cyclones de plus en plus violents. Nous avons des problèmes monétaires, mais nous aurons des cyclones de plus en plus violents. Et monsieur le disait ce matin qu'il habite un bel immeuble, mais il est tout en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cyclone peut le mettre à nu. Donc, je considère que le projet que nous avons va dans le sens de la protection de la vie de la personne dépendante avant tout. Parce que les gens qui peuvent se mettre à la politique bien, mais les gens qui ne peuvent pas bouger de là où ils sont, on ne peut pas non plus les sacrifier. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Je porte un projet qui s'appelle la salle de confinement, qui est validé aujourd'hui. Nous sommes en pleine organisation pour savoir comment et avec qui on va développer ce projet. Ce n'est pas une question de Marilus, hein, c'est mon autre. C'est une question d'organisation martiniquaise pour démontrer que nous avons anticipé. Et pour ceux qui veulent, je vous invite à aller sur le discours du président de la République à Saint-Martin. Vous allez voir que le dossier qu'il avait en main coïncide étrangement avec ce que je vous dis aujourd'hui. Voilà. Nous aurons à voir quelque chose ensemble. Juste pour répondre à M. Bazitou. Oui, pour répondre à M. Bazitou. J'ai interpellé Cap-Nord quant à l'équipement des écoles. L'enseignant que je suis est déçu de se dire que ce n'est pas une compétence de Cap-Nord. Tu le sais, et chers collègues, je suis sûr que tu le sais. Et les vues que je suis te renvoient à la ville, puisque ce sont les communes qui ont cette responsabilité-là. Je sais bien que c'est compliqué, que c'est difficile, que l'argent manque, mais à Cap-Nord, nous n'avons pas cette compétence. Par contre, Cap-Nord apporte son soutien pour, comment tu as dit ça, les logiciels standards, les logiciels métiers, les serveurs, mais l'équipement relève de la commune. Maintenant, les cyberbases, ce que tu m'interpelles dessus, les cyberbases n'existent pas dans toutes les communes, puisque c'est un dispositif particulier qui est terminé, malheureusement. Les cyberbases sont là pour les personnes qui n'ont, principalement pour les personnes qui ne sont pas équipées en numérique. Et ces personnes-là viennent faire des formations, ou bien viennent utiliser les logiciels pour leur démarche à la cyberbase. Maintenant, la cyberbase peut venir en soutien aux écoles, mais dans le programme d'action que la cyberbase propose, en collaboration bien souvent avec les directeurs d'école ou des enseignants volontaires, parce qu'il faut une vraie volonté.
Là, c'est bien parce que sur le papier, écrire toutes sortes de projets, mais si dans les écoles, il n'y a personne qui adhère, ça ne marche pas. Je ne le sais que trop parce que je suis élue lycée d'une ville de Cap-Nord. Merci. Et puis aussi, puisqu'on parle du numérique au service de la population, nous travaillons aussi à mettre en réseau les cyberbases. Et nous avons d'ailleurs mis en place un réseau informatisé des bibliothèques qui s'appelle Nord Médiathèque 87.2. Vous pouvez aller sur internet www. Et ce sont des actions que nous menons, même si CapNord n'apporte pas le matériel informatique, mais fait des actions quand même en matière de métier. Oui, je sais très bien que en fait, concernant l'équipement informatique, concernant les écoles, c'est municipalité, et concernant les collèges, c'est la CTM. Collège et lycée, c'est la CTM maintenant, c'est vrai. Mais il est évident que notre région, à nous, le nord de la Martinique, connaît de grandes difficultés, les municipalités aussi. Donc l'idée, ce que je voulais lancer simplement, c'est de savoir dans quelle mesure CapNord pourrait aider les communes à s'équiper en matière. S'équiper et sécuriser le matériel. Parce qu'on vole trop de matériel dans les écoles et beaucoup d'efforts des communes sont anéantisés parce qu'on vole beaucoup de matériel. Bon, je comprends au gros monde où le matériel a entièrement disparu dans certaines écoles. Ce que je voulais simplement dire, si nous avons un projet e-santé, il faut absolument que nos jeunes soient formés à cela, parce que ce sont les futures générations qui auront. Bon, moi j'ai calculé que en 2060, apparemment, je crois que j'aurai 109 ans. Donc, j'espère être là pour assister à ça, mais ça appartient à une autre génération. C'est dommage, on fait les 100 premiers seniors en photo, parce que vous auriez pu bénéficier. Monsieur Validou, je prends l'engagement simplement de transmettre sa doléance à la commission TIC et au conseil de Je souris un peu de ce que moi-même j'étais enseignant, j'étais responsable informatique, je suis à la retraite depuis 4 ans et j'ai fait 25 ans de responsable informatique en collège. Et on parlait de nouvelles technologies, les NTIC. Et 25 ans après, on parle encore de l'apprentissage des technologies. Je pense que, je viens d'entendre madame dire, on parle de mettre en réseau les bornes, etc. Bon, moi j'estime que c'est une erreur. Parce que l'erreur qui a été commise, c'est de vouloir mettre le matériel informatique à disposition dans un certain nombre de sites. Alors qu'il fallait mettre ce matériel à la disposition des gens chez eux. Vous voulez faire l'hôpital à domicile. Je veux bien. Mais la borne que vous allez mettre en réseau, après il va servir à celui qui est chez lui à l'hôpital. Ce serait bien que de chez lui, il ait accès. Il ne faudrait pas qu'on continue la même erreur qu'on a faite depuis 25 ans. Regrouper extérieurement l'accès à l'informatique. La bonne solution, à mon avis, serait de démocratiser l'accès à l'Internet. Ce serait peut-être une bonne idée. D'ailleurs, on ne volerait plus le matériel puisque tout le monde serait équipé. Mais ce serait une bonne idée que de permettre à chacun d'avoir l'accès à bas coût à Internet. De façon à pouvoir investir sur du matériel connecté qui serait gesté en batterie et ainsi tout le monde pourrait s'en sortir. La solution que vous proposez me paraît très intéressante, mais ce serait peut-être aussi intéressant que ce ne soit pas seulement les 100 personnes qui soient intéressées. Il faudrait peut-être ajouter le voisinage de façon à ce que ça soit plus connu de tous et pour que la population d'une manière générale demande à ce que la PIMON
soit étendue à tout le monde. Oui, je vous réponds, monsieur. Vous évoquez deux problèmes. L'équipement, c'est quelque chose. Le matériel en soi pour accéder à Internet, c'est quelque chose. Mais les infrastructures, c'est-à-dire faire venir le réseau Internet jusqu'au domicile, ça c'est autre chose. Ça ne relève pas de nous. Ça, oui, ça relève de la CTM. Autrement dit, vous avez dans le domaine du numérique une série d'acteurs qui interviennent. Et tout le monde n'avance pas en même temps, au même moment. Peut-être que nous ne prenons pas la même mesure au même moment. En plus, il y a des changements politiques qui s'opèrent, qui viennent aggraver la situation. Moi, quand je suis arrivé à Cap-Nord, je me souviens que nous avons pris une délibération dans laquelle Cap-Nord s'engageait à payer 80% de la part de chaque commune du territoire. On était bien partis sur le schéma départemental d'aménagement du numérique. C'était ça la décision. 80% de la part de chaque ville. Nous n'avons pas pu le faire parce qu'il y a eu un changement de gouvernance à la CTM et il a fallu tout nous faire et nous sommes encore au même point. Donc, le matériel donné des ordinateurs, c'est rien à la limite. Mais si le réseau Internet n'arrive pas jusqu'à chez nous, or vous savez que nous sommes dans le Nord avec des communes escarpées, des communes où Internet n'arrive pas partout, c'est ça notre difficulté principalement. Donc, je suis d'accord, c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, Cap-Nord avait déjà pris la décision de manière à ce que le réseau Internet arrive partout, c'est-à-dire financer 80% de la part de chaque ville. Chaque ville n'aurait eu à financer que 20%. Mais nous n'avons pas pu le faire, mais ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas par manque de volonté politique, en tout cas à Cap-Nord. Oui, donc vous voyez que Cap-Nord ne s'arrête pas à ce qu'on a vu. On a montré vraiment l'avancée de ce que nous avons en ce moment. Mais on cherche vraiment à tous les niveaux à faire en sorte que la population soit mieux desservie, tant en Internet. Le matériel, on a vu la problématique, mais tout a été entendu et Mme Pascal, ça fait la porte-parole du Conseil communautaire. Donc, comme on vous a retenu un petit peu plus longtemps, on va passer à la signature. Vraiment, l'acte qui montre qu'on avance en la matière et qu'on va vraiment passer à la pratique. Donc, j'invite Mme Pascal à revenir. Voilà, donc, Gérald, tu peux te rapprocher. Qu'est-ce que c'est monsieur? Monsieur, d'accord. Bon. Vous mettez donc tu Le 22? Oui, oui, la date. Pardon? Je l'ai dans la voiture. 22 novembre 2018. C'est où ici? Oui, oui. Je vous laisse mettre la date. Pardon. J'habite Trinité. Ouais, je connaissais Trinité. C'est grave. Ben, on va Non, mettez Marie, on va changer. On va changer. Oui, oui. De toute façon, on va faire des copies. Mettez Marie. C'est un bug. Voilà. Celle-là est bonne. Celle-là est bonne. On va faire des copies de ça. Au nom du président Montieu et du président Salibert, je voudrais remercier M. Deguel pour son engagement et pour le bouquet de services qu'il nous propose et qui nous permet de proposer à la population du territoire nord. Merci pour votre engagement en tout cas. Merci.
Merci également à Cap-Nord. Happy-Moon est la première start-up à bénéficier des services du laboratoire des santé Cap-Nord. J'espère que nous serons d'autres que l'exemple d'Happy-Moon ne soit que un début, et puis qu'il y ait d'autres entreprises aussi, d'autres start-up qui puissent aussi bénéficier de l'aide que Cap-Nord nous offre. Merci. C'est nous. Il va falloir changer ça pour retenir Nous remercions donc tous et on va vous inviter à venir faire une photo près de l'installation avec du parapluie. Faire une petite photo de famille, puisqu'on est là, on a travaillé sur la famille, sur les guichets uniques, donc on va faire la photo centrale de fin de matinée. Et nous vous remercions tous, nous remercions nos partenaires aussi, avec l'ARS, avec qui on pourra justement travailler toute cette coordination, puisqu'on a vu qu'on ne va pas simplement avoir des objets connectés dans la nature, sur la personne âgée, mais on veut vraiment œuvrer sur de nouveaux services et usages en matière de santé. Comment tu veux C'est bon, j'avais. Si tu veux. Oui, là. Oui, c'est bon.